On va parler d'un sujet pas forcément très évident, celui de l'infertilité ce matin sur France Bleu Héros dans ce 6-9 et sur France 3 Occitanie, puisque c'est la semaine de sensibilisation de l'infertilité. Nous sommes ce matin, Xavier Ponroy, avec le docteur Nicolas Chevalier, qui est gynécologue, mais pas que, à la Polyclinique Saint-Roch. Bonjour Nicolas Chevalier. Bonjour. Pas que, parce que vous êtes là pour parler d'une association et plus largement de cette semaine de sensibilisation à l'infertilité. On a plein de questions à vous poser, parce que c'est un sujet pas forcément très évident. Donc voilà, plein de questions très grand public. C'est quoi déjà l'infertilité? Est-ce que c'est différent de la stérilité? Alors, l'infertilité, effectivement, c'est la difficulté à concevoir. C'est différent de la stérilité, qui est l'incapacité. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir concevoir. Par exemple, une femme qui a plus d'ovaires, plus d'utérus, ou un homme qui aura pas de spermatozoïdes. Ça, c'est la stérilité. L'infertilité, c'est la difficulté. Et le but de cette semaine de sensibilisation, justement, c'est que ça ne soit plus un problème difficile à discuter, parce qu'on va être de plus en plus concerné et tout le monde va être de plus en plus concerné. Actuellement, c'est près d'un couple sur 6 qui a des problèmes pour concevoir naturellement. Un rapport récent de l'OMS dit qu'en 2046, c'est demain, près d'un couple sur 2 aura besoin d'une assistance médicale à la procréation, et pas qu'un couple, parce qu'actuellement, il y a d'autres schémas parentaux et d'autres personnes qui vont aussi être concernées, des couples de femmes, des femmes célibataires, qui auront des difficultés à concevoir. Comment on explique cette progression de l'infertilité? Alors, l'infertilité, donc, ça peut être une cause médicale. Donc, un problème, par exemple, d'une femme qui aura un problème au niveau de ses trompes et qui ne pourra pas concevoir naturellement, ou un problème d'endométriose, ou un problème d'ovulation. Ou un homme qui aura une baisse de production, de quantité ou de qualité de spermatozoïdes. À côté de ça, on va avoir des causes, on va dire, qui sont plutôt environnementales ou toxiques, qui vont aggraver la fertilité naturelle de tout le monde. On s'empoisonne, en somme. Exactement. C'est notre société moderne, en fait. On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens, c'est le cas, par exemple? Alors, les perturbateurs endocriniens, effectivement, ça va être quelque chose qui, au quotidien, auquel on va être exposé, que ce soit dans la nourriture, dans les boissons, les plastiques, dans les cosmétiques, les savons, les shampoings, que ce soit les produits de ménage, de bricolage, de jardinage, tout ce qu'on va pouvoir manger, boire, se mettre sur la peau, respirer. Et donc, au quotidien, on peut être exposé à ces perturbateurs endocriniens. Justement, d'ailleurs, petite question, petite parenthèse. Ma mère me disait toujours, ne mets pas ton téléphone dans ta poche, c'est pas bon. C'est une légende, ça, ou c'est vrai? Alors, pour l'instant, les études sont pas encore très très nettes sur les ondes. Les ondes, exactement. Donc, on peut pas confirmer à 100% que le téléphone puisse avoir un problème sur la fertilité, mais il y a des études qui ont montré que l'utilisation peut-être fréquente, effectivement, de téléphone pourrait avoir un déclin de la fertilité naturelle. Comment on sait qu'on est infertile ou pas? Est-ce qu'il y a un temps après X temps de rapports sexuels qui n'amènent pas à procréation? Comment on sait qu'on est infertile? Alors, soit on aura eu dans le passé une histoire personnelle ou familiale qui pourra avoir un impact sur la fertilité. Par exemple, si enfant ou jeune adulte, on a eu un problème de santé, une intervention chirurgicale, ou les oreillons pour le garçon à l'adolescence. Voilà, s'il y a un problème vraiment de santé, il ne faut pas forcément attendre, et le rôle des médecins, c'est de pouvoir alerter sur le risque à long terme sur la fertilité. S'il n'y a pas de problème sous-jacent au préalable, à ce moment-là, c'est au bout d'un certain temps d'exposition à la grossesse, sur une femme qui aura des cycles réguliers tous les mois, qui pourra s'exposer à la grossesse. Dans la première année de vie, dans la première année d'exposition à la grossesse, il y a au moins un début de grossesse qui doit avoir lieu. Si c'est pas le cas, effectivement, c'est important d'aller voir quelqu'un pour au moins je tombe pas facilement enceinte, pour les femmes qui rechercher des problèmes particuliers et après explorer. Et est-ce qu'on sait d'ailleurs si ce sont plus les femmes qui sont infertiles, plus les hommes? Est-ce que c'était à égalité? Alors là, pour le coup, effectivement, il n'y a pas de statistiques. C'est ah non. Par égal. Il y a autant de causes masculines que de causes féminines, d'accord? On sait que l'homme va être plus sensible à tout ce qui va être justement les toxiques, les perturbateurs endocriniens, parce que le spermatozoïde est une plus petite cellule et du coup va être plus sensible à tous ces toxiques. Mais en revanche, de façon très très injuste, les dégâts qui sont faits chez l'homme peuvent être réversibles si on arrête l'exposition. Alors que chez la femme, malheureusement, souvent les dégâts
ils vont être difficilement réversibles. Alors bien sûr, c'est pas pour autant qu'il faut pas arrêter de s'exposer, notamment par exemple au tabac ou à d'autres toxiques, parce que bien sûr, on va gagner des bénéfices par la suite, mais les dégâts, malheureusement, des fois, sont difficilement réversibles. Vous avez parlé justement de cet environnement qui peut, à long terme, nous empoisonner. Est-ce que vous auriez peut-être quelques petits conseils du quotidien, alors qui évidemment vont pas marcher si on les fait un jour, hein, mais est-ce qu'il y a des méthodes comme ça qui peuvent nous protéger de l'infertilité ? Alors, il n'y a pas de recette magique, bien sûr, mais effectivement, c'est un combat un peu au quotidien. Donc, c'est dans l'alimentation, la façon de manger, faire soi-même la cuisine, surtout ne pas acheter des produits déjà préparés, mais faire soi-même la cuisine avec des produits frais, limiter le plus possible les sucre rapide, parce que ça c'est vraiment très toxique. Alors malheureusement c'est addictif, c'est une addiction aussi. On est addict au sucre. Ensuite, faire attention à la façon dont on va cuisiner, de pas faire réchauffer du plastique au micro-ondes, de mettre dans un plat, de pas utiliser des revêtements qui sont abîmés sur des poêles, des choses comme ça. Faire attention effectivement à ce qu'on va boire aussi, limiter au maximum les sodas. Alors après, tout est dans la mesure. Ça paraît être du bon sens, de exactement. toute façon. C'est l'excès qui va être compliqué et l'exposition au quotidien. Après, faire attention aux produits, on disait, de cosmétiques, puisque les savons, les shampoings, on l'utilise tous les jours. Donc ça, faire attention à la composition. Il y a actuellement une démarche qui est faite sur les perturbateurs endocriniens pour qu'on puisse justement savoir, aussi bien au niveau alimentaire que au niveau des cosmétiques, savoir quels sont les produits qui ne devraient plus être utilisés parce qu'il y a trop de perturbateurs endocriniens. Vous disiez, à terme, donc 2046, un couple sur deux, selon un rapport, aurait des problèmes à procréer. La bonne nouvelle, je mets des guillemets, pour ceux qui ne nous regardent pas sur France 3, c'est que dans le même temps, il y a quand même la science qui a évolué. On a des méthodes plus poussées aujourd'hui pour s'assurer, disons, de ne pas être infertile. Quelles sont ces méthodes et est-ce qu'elles sont efficaces ? Alors, bien sûr, on a la chance d'avoir une spécialité, la médecine de la reproduction et la biologie de la reproduction, en perpétuel questionnement. Et il y a beaucoup d'études qui sont réalisées, qui sont assez faciles pour pouvoir expérimenter et voir comment ça évolue. Donc, on utilise depuis déjà des années les techniques d'assistance médicale à la procréation, donc la fécondation in vitro, la micro-injection par ICSI, les inséminations de sperme, ou des techniques encore plus développées, mais qui doivent s'adapter à chaque situation. Chaque couple sera différent, et c'est vraiment après ce bilan qui sera fait qu'on utilisera la technique la plus adaptée pour le couple. Est-ce que c'est facile aujourd'hui vraiment de faire appel à ce que l'on appelle l'assistance médicale à la procréation, ou est-ce qu'il y a encore des freins, qui soient législatifs ou psychologiques aussi, peut-être chez beaucoup de couples ? C'est facile de faire appel à ça aujourd'hui ? Alors, c'est ce problème effectivement qu'on veut plus que ce soit quelque chose de tabou, puisque ça devient de plus en plus fréquent. Il faut en parler. Tout le monde est concerné. C'est le but de l'association BAMP qui fait ces semaines de sensibilisation, c'est que tout le monde puisse se sentir concerné et soutenir ces personnes qui vont être en difficulté. Donc l'accès est pas compliqué. Bien sûr, il y a de plus en plus de demandes. Peut-être qu'en France, on n'a pas forcément tous les moyens nécessaires pour répondre à toutes ces demandes, et notamment avec la nouvelle loi de bioéthique, toutes les nouvelles autorisations pour les couples de femmes, les femmes célibataires. C'est très bien de pouvoir les accompagner, parce qu'avant, elles se sentaient tout à fait isolées, mais on n'a pas tous les moyens, et notamment par rapport à tout ce qui va être le don de gamètes, le don de spermatozoïdes, le don d'ovocytes. On est en difficulté. On n'a pas assez de donneurs en France pour les spermatozoïdes et les ovocytes. Donc là, je fais un appel à toute la population. Si les gens français ont cet élan de générosité pour pouvoir donner, pour pouvoir aider les autres personnes qui veulent avoir des enfants, ce serait formidable. Et justement, est-ce que vous avez des cas de couples qui sont venus vous voir et qui, ne pouvant pas aller au bout de leur démarche en France, vont à l'étranger ? On pense à l'Espagne, qui est le plus proche et qui est connu pour ça. Bien sûr, c'est fréquent aujourd'hui, mais encore malheureusement, la plupart des soins qui ne sont pas accessibles en France, par des problèmes de délai, oriente bien sûr ces personnes sur l'étranger. Nous, on est juste à côté de l'Espagne. C'est très facile, ils y vont. Malheureusement, ce serait tellement plus simple si on pouvait les accompagner jusqu'au bout en France. Et en plus, c'est très coûteux. Certaines personnes peuvent même s'endetter pour aller faire ces démarches à l'étranger. Donc, si on pouvait avoir
cet élan de solidarité française, ce serait formidable. Plus de tabous sur l'infertilité, donc. Merci beaucoup, docteur Nicolas Chevalier. Je rappelle que vous êtes gynécologue, obstétricien, andrologue à la Polyclinique Saint-Roch et que donc la semaine de sensibilisation à l'infertilité, ça dure jusqu'au 12 novembre. Et il y a donc des événements à Montpellier. Demain, vous y serez, une performance artistique. Alors, vous n'êtes pas là pour ça, vous, mais vous allez être pour le débat ensuite à la faculté de médecine, même si vous pouvez être artiste aussi. Autre rendez-vous, c'est vendredi dans le hall de la Polyclinique, justement Saint-Roch, des stands d'information pour répondre aux questions que beaucoup se posent. Ça se passe de 11h à 15h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vivian. Vous avez une question peut-être? Non, encore. je vois que sur la page Instagram, sur votre page Instagram, vous avez partagé aussi qu'il y avait 3 stands d'information présents dans le hall de l'accueil. C'est ce que de je la viens de dire. Polyclinique. C'est ça. Exactement. On sera présent. Entendu les 3 stands. Si, je viens de le dire. Merci. C'est pas grave. Merci, Vivian. Et merci beaucoup, docteur Nicolas Chevalier, d'avoir été avec nous ce Merci matin. bien. Et vous retrouvez tout ça sur notre site internet francebleu.fr.